19 h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 16 mars. Le président algérien procède à un remaniement ministériel partiel. Le changement a touché 11 portefeuilles clés du gouvernement. Et en visite à Alger, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie déclare son soutien à l'ambition algérienne d'intégrer les BRICS. Les violences en Palestine se poursuivent. Au moins 4 jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs à Jenin et 58 autres ont été blessés lors d'un raid sioniste à Naplouse. Réforme des retraites en France, le gouvernement Macron actionne l'article 49.3 de la Constitution. L'opposition annonce vouloir déposer une motion de censure. Et je vous le disais en titre, le président de la République a procédé il y a quelques heures à un remaniement ministériel partiel. Le changement a touché plusieurs portefeuilles, en l'occurrence celui du ministère des Affaires étrangères, en nommant Ahmed Attaf en remplacement à Ramtan Lamamra et Nadir Arbaoui, directeur de cabinet à la présidence de la République, afin de promouvoir la diplomatie algérienne. Abdelmajid Tebboune a également nommé l'Aziz Fayed au poste de ministre des Finances et Tayeb Zitouni au poste de ministre du Commerce, de la promotion des exportations, ainsi que Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Abdelmajid Tebboune a notamment reçu ce jeudi la présidente du Conseil de la Fédération de Russie au siège de la présidence de la République en compagnie de l'ambassadeur russe en Algérie, Valerian Chouvaïev. Valentina Matvienko a par ailleurs salué les positions indépendantes prises par l'Algérie sur les questions internationales et son attachement à la neutralité en tant qu'État membre du mouvement des non-alignés. Elle a notamment transmis au président Tebboune un message du président russe portant une invitation officielle en Fédération de Russie ainsi qu'une invitation à participer au 2e sommet russo-africain. Уважаемые коллеги, только что завершилась очень содержательная, конструктивная, продолжительная беседа. J'ai eu de longues discussions avec Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi qu'il m'ait accordé du temps pour discuter de questions d'actualité dans nos relations bilatérales russo-algériennes. Nous avons également examiné de manière détaillée nombre de questions internationales et régionales. Monsieur le Président connaît très bien les détails de la coopération bilatérale et possède une vision particulière sur l'actualité internationale. J'ai également transmis au Président un message du président russe comportant l'invitation officielle d'une visite en Russie et la participation au sommet Afrique-Russie. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie s'est également exprimée sur les relations bilatérales algéro-russes et sur la volonté de la Russie d'élargir les coopérations avec l'Algérie dans divers domaines. L'Algérie est un partenaire fiable et important dans le continent africain et une étroite collaboration nous lie dans le domaine du commerce et des entreprises. J'ai exprimé ma gratitude au président quant à la position équilibrée et indépendante vis-à-vis des événements régionaux et internationaux et l'attachement de l'Algérie à maintenir de bonnes relations avec la Russie. Et j'étais heureuse d'entendre par le président que la Russie est un grand ami de l'Algérie et nous avons de nouvelles opportunités pour élargir davantage la coopération à d'autres secteurs comme l'énergie, le transport, l'éducation ou encore la culture. Et puis en marge de sa visite, Valentina Matvienko a également déclaré le soutien de la Fédération de Russie à l'ambition de l'Algérie d'intégrer les BRICS.
Российско-алжирские отношения также имеют важное значение. Les relations russo-algériennes jouent un grand rôle dans la stabilité et l'équilibre du marché mondial de l'énergie et nous coopérons intensément dans le cadre de l'OPEC+, des pays exportateurs de gaz. Nous soutenons en Russie l'adhésion de l'Algérie au BRICS. L'Algérie est déterminée à atteindre l'autosuffisance en blé dur. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abderrahman a justement plaidé pour la création d'un écosystème des start-up reposant sur des bases scientifiques et économiques pour développer tous les secteurs économiques, notamment l'agriculture, et ce en marge du forum sur la sécurité alimentaire en blé dur qui se tient ce jeudi au Centre international des conférences d'Alger. La filière des céréales, notamment celle du blé dur, a réalisé de bons résultats durant les dernières années. Cependant, il faut passer à l'intensification et à la valorisation de la production et œuvrer à augmenter la productivité, tout en réalisant des investissements modernes en vue de réduire l'importation et atteindre l'autosuffisance dans cette matière. Le Premier ministre a notamment appelé les opérateurs économiques à adopter la nouvelle démarche inscrite dans la loi sur les investissements. C'est cela l'objectif qui passe du stade, du slogan à celui de la réalité du terrain. Et vous êtes des acteurs essentiels pour jeter ces bases à travers la création d'un écosystème homogène d'opérateurs économiques actifs au niveau de la chaîne de valeur et à travers l'adoption d'un nouveau processus consacré par la nouvelle loi sur l'investissement qui met en place de nombreuses voies en faveur de l'investissement, notamment dans le secteur agricole structuré dans le sud du pays. Au Mali, le président de la transition Assimi Goïta présentera officiellement le 20 mars prochain le projet de constitution aux forces vives maliennes. Cette mouture finale étant un élément clé des réformes initiées par le gouvernement Iman Merad. C'est en collaboration étroite avec les forces vives de la nation que les autorités de la transition comptent entamer la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel d'un côté et de l'autre la refondation profonde de l'État malien. Dès le 20 mars, et sur instruction d'Assimi Goïta, le projet final de la nouvelle constitution, validé par le chef de la transition, sera présenté aux forces vives de la nation. Objectif de cette opération, parvenir à la vulgarisation de ce texte de loi qui se veut réformateur et fondateur. Et il semble que Goïta se veut inclusif et fédérateur concernant le débat autour de la Constitution. Le dirigeant malien a par ailleurs exhorté son gouvernement à participer à cette étape pour assurer une collaboration énergique entre la transition, les partis politiques, la société civile et autres syndicats afin d'assurer la popularisation du texte juridique. Cela dit, le report du référendum constitutionnel Sindi, initialement prévu par le chronogramme électoral le 19 mars prochain, avait laissé planer le doute sur l'avenir des échéances électorales prévues en médiation avec la CEDEAO et l'Union africaine avant février 2024. Pour bon nombre d'observateurs, la vulgarisation est une étape indissociable de la démarche souveraine et populaire adoptée par le pays depuis des mois. Pour rappel, cette mouture finale a été remise à Assimi Goïta il y a près de 3 semaines et constitue la clé de voûte du vaste chantier de réforme adopté par la transition depuis son arrivée au pouvoir. Toujours en Afrique, 18 civils, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués dans 3 attaques terroristes dans le centre-est et le nord du Burkina Faso. Pour rappel, les violences attribuées aux groupes armés dans le pays ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires depuis 2015 et quelques 2 millions de déplacés internes. Crise au Soudan, le porte-parole du processus politique soudanais Khaled Omar Youssef a annoncé que les parties signataires de l'accord cadre se sont mises d'accord pour convoquer un mécanisme politique qui commencera ses travaux en urgence pour rédiger l'accord final, et ce lors d'une réunion à Khartoum qui comprenait le président du Conseil de souveraineté Abdel Fattah al-Burhan, son adjoint ainsi que les forces civiles qui ont signé l'accord cadre conclu le 5 décembre 2022 avec les militaires dans l'optique de mettre fin à la crise dans le pays.
Et puis le Conseil de sécurité a renouvelé pour une année la mission des Nations Unies au Soudan du Sud avec 13 voix pour et 2 abstentions. Cette opération de maintien de la paix, l'une des plus coûteuses du monde, est en place depuis l'indépendance du pays en 2011. Pour rappel, le Soudan du Sud est engagé dans un fragile processus de paix, mais est encore en proie aux violences après une guerre civile sanglante. Le chef de la MINUS a d'ailleurs exhorté le gouvernement provisoire à mettre en œuvre l'accord de paix pour tenir les élections prévues en 2024. La tension reste toujours palpable dans les territoires palestiniens occupés. Selon un dernier bilan, 58 Palestiniens ont été blessés par balles réelles et inhalation de gaz lacrymogène lors d'un raid sioniste aux premières heures de la matinée dans la ville de Naplouse au nord de la Cisjordanie. Les détails de Neylaït Hamouda. Les attaques sionistes s'abattent sur la Palestine occupée sans discontinuer. Les assauts visent particulièrement les habitations. Des morts et des blessés sont quotidiennement dénombrés. Lors de nouvelles opérations nocturnes menées par la horde sioniste, pas moins de 58 Palestiniens ont été blessés par des balles de l'armée sioniste dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, en espace d'une matinée. Le Croissant Rouge palestinien a dénombré 3 personnes touchées par des balles réelles, 3 autres par des cartouches de gaz et des fragments de balles et 52 autres asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Cette nouvelle provocation de l'entité sioniste témoigne une fois de plus une escalade sans précédent envers une population palestinienne sans défense et isolée par le silence international. Les forces de l'ordre sioniste ont procédé également ce matin à des arrestations arbitraires de jeunes Palestiniens, dont 5 à Jenin et un autre à Beit Lahm, dont la maison a été fouillée anarchiquement et pillée. Depuis le début de l'année, l'acharnement de l'occupation sioniste a pris sa forme la plus immonde en pratiquant sur une population dépourvue la politique de mise à genoux par des provocations, des humiliations et des violations au droit international, exerçant ainsi une pression sans précédent sur les Palestiniens des territoires occupés. Et selon un bilan provisoire, 4 jeunes Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en martyrs lors d'un nouveau raid sioniste dans le camp de réfugiés de la ville de Jenin. 20 autres personnes ont été blessées par balles réelles par les forces de l'occupation. Crise au Yémen, l'accord conclu sous l'égide de la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran sur le rétablissement des relations diplomatiques représenterait une occasion pour la résolution du conflit au Yémen. Pour rappel, les 2 puissances régionales rivales s'affrontent indirectement dans les territoires yéménites depuis 2015. Les parties devraient saisir l'occasion offerte par ces dynamiques régionales et internationales pour prendre des mesures décisives en faveur d'un avenir plus pacifique. Réforme des retraites en France. Après une véritable course à la montre, le gouvernement a décidé dans l'après-midi de recourir à l'article 49.3 de la Constitution qui permet une adoption du projet sans vote parlementaire. L'annonce a provoqué l'ire de l'opposition qui, dans la foulée, a déclaré vouloir déposer une motion de censure. Retour sur cette journée cruciale pour l'exécutif français avec Safwan Ben Sabri. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet... C'est dans une Assemblée nationale en ébullition qu'Elisabeth Borne a annoncé le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la tant controversée réforme des retraites. Après une journée de tractation intensive dans le but de convaincre les derniers députés indécis de pencher du côté de la réforme sans succès. Le gouvernement d'Elisabeth Borne avait jusqu'à 15h, heure de Paris, pour officiellement avoir recours à l'article 49.3. C'est dans les dernières minutes que s'est faite l'annonce. Aux alentours de 14h45, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias français. Le recours au 49.3 doit permettre l'adoption de la réforme sans vote des députés, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et votée par l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, les députés de l'opposition ont d'ores et déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure. La NUPES et le Rassemblement national font front commun. La motion de censure est prête, déclare Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste.
La motion de censure est prête. Nous créerons toutes les conditions pour qu'elle reçoive le plus de soutien possible. Nous souhaitons qu'elle puisse être défendue par le groupe Lyot afin qu'elle reçoive le plus de soutien pour notre part. Nous la soutiendrons. Dans l'histoire de la Ve République, le Parlement a eu recours à la motion de censure plus d'une centaine de fois, mais une seule a été adoptée. Cela remonte à 1962. Emmanuel Macron n'était pas encore de ce monde. Les chances de succès d'une telle procédure semblent donc faibles. Cependant, la rue française promet à travers la voix des activistes et représentants syndicaux de maintenir la pression sur l'exécutif, le recours au 49.3 risquant probablement d'accroître les tensions déjà existantes. Économie et face à la déglobalisation et à l'inflation, le monde craint une nouvelle crise financière. Sous l'effet de chocs aux conséquences conjuguées comme la pandémie Covid-19 et le conflit militaire en Ukraine, l'économie mondiale change de visage. Khaireddine Batash. Développement des échanges économiques, intégration des marchés, entreprises transnationales, finances mondiales, l'âge d'or de la mondialisation serait-il déjà derrière nous ? C'est la question que se posent bon nombre d'économistes. Crédules, ils assistent à la fin d'un système qui se fragmente. Les échanges reculent d'un côté et progressent de l'autre. Les 40 glorieuses paraissent bien loin. Sous l'effet de chocs aux conséquences conjuguées comme la pandémie Covid-19 et le conflit militaire en Ukraine, l'économie mondiale change de visage et s'effrite. Sous le poids de la culpabilité envers les engagements écologiques non tenus et de la perte de contrôle sur la finance mondiale, le processus de désindustrialisation s'engage en Europe. La faible croissance des pays développés, notamment de l'Europe, réduit en effet la demande d'importation, au moment où la baisse des prix des matières premières réduit quant à elle considérablement le poids des échanges dans ces produits dans le commerce mondial. En théorie, cela s'appelle le cycle juglar. La dynamique de l'investissement des entreprises est caractérisée par une phase d'investissement soutenue, puis une fois que tous les investissements rentables ont été réalisés, un plongeon de l'investissement s'opère et donc de la croissance. En langage de chiffres, cela se traduit par une baisse du commerce mondial. La croissance en volume au niveau des marchandises devrait descendre de 3,5% en 2022 à 1% en 2023. Dans le monde de la finance, les craintes sont aussi palpables. Le fantôme de Wall Street viendrait-il déjà troubler le calme plat de la Silicon Valley ? La faillite de la Silicon Valley Bank intervenue cette semaine réveille les vieux démons de 2008. Mais il est déjà trop tard pour la SVB. L'année 2023 sera une année de transition. Je crois que la deuxième partie de l'année 2022 a été très dure dans la mesure où il était très difficile de prédire ce qui pouvait arriver. Mais nous avons senti que nous avions atteint le fond car nous étions au point de base, ce qui signifie pas pour autant que nous allons assister à une forte reprise. D'accord ? Ce dont nous attendons pour le premier semestre 2023, c'est que le capital risque va baisser un peu et peut-être même davantage que durant le dernier trimestre 2022. Cependant, cette légère hausse devrait intervenir dès le deuxième semestre 2023 et préparer le terrain pour une vraie reprise en 2024. Donc je reste optimiste car notre boule de cristal fonctionne mieux que durant le troisième trimestre de l'année dernière. Dans la foulée de cette alerte, le Crédit Suisse joue également les oiseaux de mauvais augure en Europe. La banque suisse dévisse, moins 24% à la bourse de Zurich. La réaction des marchés est quasi instantanée. Le CAC 40 en premier, Paris perd 3,5%. Le Crédit Suisse s'accroche néanmoins une bouée de sauvetage. 50 millions de francs suisses sont mis à disposition de l'institution zurichoise, mais d'aucuns diront que ce n'est que partie remise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Au revoir.